Que nous allons donc continuer avec la suite des enseignements que nous avons débutés hier. Cet enseignement consacré à l'étude du droit, ce cours consacré au droit international de l'environnement. Hier, nous avons abordé la question de définition, la naissance et le développement du droit international de l'environnement. On a notamment défini la matière, montré sa naissance et le processus de développement. Donc, on a essayé de vous montrer comment la matière est née et comment elle a évolué pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Ce deuxième mouvement du cours aujourd'hui sera consacré aux sources et aux acteurs. C'est-à-dire, le chapitre de la journée, c'est les sources et acteurs du droit international de l'environnement. Bien évidemment, nous allons commencer par les sources. Alors, par source, on va donner une définition simple. J'entends par source les modes de création du droit international de l'environnement, tout simplement. Donc, par source, on entend les modes de création du droit international de l'environnement. Quelles sont alors les sources du droit international de l'environnement? Rappelez-vous pour mémoire que hier, je disais que le droit international de l'environnement est une excroissance du droit international public. Si le droit international public est donc la matrice du droit international de l'environnement, pour reprendre une expression chère à Stéphane Doumbé-Villet, il va de soi que les sources du droit international de l'environnement puiseront bien évidemment dans celles du droit international public. Donc, lorsqu'on parle de sources de droit international de l'environnement, naturellement, on ira vers les sources du droit international public, duquel cette discipline puise elle-même ses racines. Il en va de même de toutes ces autres matières, droit international de la mer, droit international humanitaire. Bon, bref, toutes les matières, droit international des investissements, on rentrera à la discipline mère qu'est le droit international public. Alors, en droit international public, lorsqu'on parle de sources de droit international public, je crois avoir esquissé la question hier, ça renvoie immédiatement, il faut penser immédiatement à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. C'est l'article clé lorsqu'on parle des sources du droit international public. Et c'est un article que j'aime d'autant plus que il a fait l'objet d'un abondant commentaire doctrinal. C'est-à-dire, à partir de cet article, on peut organiser un plan comme on veut. Mais il contient quand même la quintessence. Donc, l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice énumère les sources de droit applicables par la Cour dans les règlements des différends qui lui sont soumis. Et cet article énonce et ainsi disposé. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique, petit a, les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige. Petit b, la coutume internationale comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. C, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Comme je dis, il faut enlever l'expression civilisée. Ça, c'est quand le droit international était encore teint d'une saveur colonialiste. Donc, les principes généraux de droit reconnus par les nations. Pour civilisé, ça ne veut rien dire. D, sous réserve des dispositions de l'article 59, les décisions judiciaires de la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit. Donc, de manière générale, en droit international public, on peut dire que on peut distinguer parmi ces sources des sources formelles, alors que d'autres sont informelles. Ça, c'est l'articulation que j'ai l'habitude de donner quand c'est le cours de droit international public. Mais moi, je pense qu'en droit international à l'environnement, je vais essayer d'emprunter
une approche chère à Alexandre Kiss et M. Jean-Pierre Beurier en procédant par l'énumération. C'est-à-dire, vous voyez l'énumération à laquelle l'article procède. Je vais suivre cette énumération en appliquant cela au droit international de l'environnement. Donc, vous voyez les 5 sources que j'ai citées, c'est-à-dire le traité ou bien les conventions internationales, la coutume, les principes généraux de droit, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés du monde. Donc, première source de droit international de l'environnement, les traités. Donc, les traités occupent une place prépondérante en la matière. Alors, qu'est-ce qu'un traité? Quelqu'un a une idée? Qui peut me définir le traité? La classe m'entend? Vous m'entendez? Bon, Bon, oui, en oui. gros, on peut dire que les traités, ce sont Si des quelqu'un peut, accords. quand c'est Ouais, participatif, c'est nettement mieux. ouais, ouais. Les traités, je crois que ce sont des accords entre parties et qui créent des obligations et des droits enfin, pour les deux parties. En bref. Très bien, vous y êtes. Vous y êtes. Donc, le traité. Donc, la définition selon la Convention de Vienne sur les droits des traités, hein, le traité s'entend, c'est la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Le traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et rédigé par le droit international. Donc, voilà la définition du traité telle que formulée par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur les droits de traité. Donc, le traité apparaît comme la première source de droit international de l'environnement. Le traité, c'est un accord. Quand vous entendez accord, protocole, voilà, c'est des traités, ça veut dire la même chose. Un accord, ça crée des obligations contraignantes. Alors, en droit international de l'environnement, il y a toute une panoplie de traités. Il existe tellement de traités en droit international de l'environnement qu'une étude qui s'engagerait à l'énumération de ces traités sera très fastidieuse. On compte plus de 500 traités. Donc, ces traités sont tantôt des traités multilatéraux, tantôt des traités bilatéraux. Voilà une classification à laquelle on peut procéder. Ces traités sont parfois universels ou alors régionaux. Telle est une autre classification. Le traité ne lit que les sujets, c'est-à-dire les États qui ont exprimé leur consentement à être liés, soit les parties ou les États parties. C'est-à-dire, le traité est un accord qui crée des obligations à l'endroit de ceux qui l'ont signé. Bon, dans le principe, le traité ne crée donc pas des obligations. En principe, le traité ne saurait créer des obligations à l'endroit des tiers. Ça, c'est le principe. Donc, comme je vous disais, ils sont tellement nombreux en droit international et couvrent presque tous différents domaines. Si nous prenons, par exemple, prenons un domaine à tout hasard. Si on prend les airs, on a par exemple la convention contre la lutte, la convention pour la lutte contre la pollution atmosphère, la pollution transfrontière à longue distance. Si on prend la mer, vous aurez la convention de Montego Bay. La convention MARPOL, lutte contre les pollutions de la mer. Si on prend les airs encore, on a l'accord de Paris, on a la convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques, la convention de Vienne contre la protection de la croûte d'ozone. Bref, la protection de l'environnement se fait par secteur et dans chaque secteur, domaine de l'environnement, c'est-à-dire chaque domaine, il y a des traités. Que ce soit l'air, l'eau, le sol, la mer,
Donc, il y a beaucoup de traités, il y a beaucoup de traités en droit international de l'environnement. Mais la particularité du droit international de l'environnement est que cette discipline développe une forme de traité qu'on trouve rarement ailleurs, qu'on trouve rarement dans les autres domaines, du moins en droit international public. C'est ce qu'on appelle les traités cadres. Les traités cadres sont une particularité. Je vous donnerai un article d'ailleurs sur les traités cadres, un article de KISS. C'est une particularité du droit international de l'environnement. Il s'agit d'un traité dans lequel les parties s'accordent sur les grands principes. L'accord de Paris, par exemple, est un traité cadre. C'est-à-dire, on s'accorde sur les grands principes sans nécessairement le détailler et on laisse le temps faire pour s'accorder. On laisse le temps faire effet et on estime qu'à l'avenir, on pourra régler les détails. Vous savez, on dit souvent que les détails, le diable est dans les détails. Quand on arrive dans des conférences et qu'on ne parvient pas à s'accorder sur l'essentiel, on procède par la technique des traités cadres. Donc, c'est une spécificité en droit international de l'environnement. Non. Voilà ce que vous devez savoir, grosso modo, sur les traités. Et comme chaque traité, c'est un contrat, c'est des règles qui disent, c'est-à-dire les parties, les éléments qui sont contenus dans le traité deviennent une loi. Ça veut dire quoi? Si vous violez un traité que vous avez signé, si un État viole un traité qu'il a signé, ça engage sa responsabilité internationale. Une autre particularité du droit international de l'environnement, notamment sur les sources concernant le traité, est que on ne peut pas appliquer en matière d'environnement, de protection de l'environnement, les contre-mesures. Vous savez, en droit international, il y a ce qu'on appelle les contre-mesures qui sont une réaction à la violation de ces obligations par une autre partie. Je vais m'expliquer très simplement. Les contre-mesures veulent dire, lorsque nous signons un traité, si A et B signent un traité, si A viole le traité, B, en contre-mesure, peut réagir en fonction de la violation de l'autre. Mais on ne peut pas appliquer les contre-mesures en droit de l'environnement. Autrement dit, ça veut dire un État qui a ratifié un accord, par exemple, de protection de la mer. Si cet État s'en va polluer la mer, vous n'allez pas réagir aussi en allant polluer la mer. Vous voyez que les contre-mesures ne s'appliquent pas en droit de l'environnement. Il y a le droit à l'environnement, le droit humanitaire, sont des domaines où les contre-mesures, qui sont une technique de sanction en droit international, ne s'appliquent pas. Donc, voilà. Donc, pour se résumer en matière de traité, sachez que c'est la première source de droit international de l'environnement, la part prépondérante. Les traités occupent une place prépondérante en droit international de l'environnement. Le droit international développe ce qu'on appelle les traités cadres, c'est-à-dire un traité qui consiste à consigner les grands principes, quitte à s'arranger plus tard sur le contenu. Un exemple, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, comme je vous ai dit, la Convention pour la protection de la couche d'ozone. Souvenez-vous, à Rio, on a conclu cette convention avant de la compléter plus tard. Hein? Il y a le protocole de Montréal qui est venu compléter ça, si mes souvenirs sont exacts. Donc, traité cadre, pas de possibilité de contre-mesure. On a donc terminé pour le traité, qui est la première source de droit de l'environnement. Il peut s'agir d'un traité universel ou d'un traité régional. Le traité universel, c'est celui qui regroupe, bon, au niveau, qui regroupe, disons, si on peut dire ainsi, la totalité des États du monde, si on peut dire ainsi. Le traité régional ou bien sous-régional, par exemple, les États de la CEDEAO, c'est pas moi, ou bien les États du pourtour du bassin méditerranéen peuvent décider de passer un traité, par exemple, le traité qui protège la Méditerranée, ça c'est un traité régional. Les États, par exemple, de la SADC peuvent décider de protéger, hein, les États de l'Afrique centrale peuvent décider de passer un traité pour protéger leurs forêts, par exemple. Ça, c'est des traités régionaux. Le traité peut être
multilatéral ou bilatéral. Un traité multilatéral est un traité qui engage plusieurs parties, tandis qu'un traité multilatéral est un traité qui n'engage que deux parties. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les traités? Après les traités maintenant, nous avons vu dans l'énumération de l'article 38, il fallait parler de la coutume internationale. Alors, qu'est-ce que la coutume internationale? L'article 38 parle de la coutume internationale. Qu'est-ce que la coutume internationale? Euh, Nous allons définir. La coutume s'entend. Bon, attendez un tout petit peu. La coutume s'entend de quoi? Vous avez une idée? Est-ce que qui a une idée? Euh, la La coutume classe m'écoute? internationale, c'est une Qu'est-ce que la pratique. coutume? Si on vous demande de définir la coutume. Oui, c'est une Attendez, pratique je range mes documents. internationale que finalement les États finissent par reconnaître comme source de droit, comme normal, quoi. Donc, c'est c'est quoi? Des actions ou des activités des États qui prennent finalement caractère de, je sais pas comment expliquer, de source de droit, quoi. Vous Donc, êtes sur la voie, vous êtes sur la voie, oui. ouais, tout le monde reconnaît que telle ou telle pratique est Très normale bien, et voilà donc le source mot. de droit. Vous avez trouvé. La coutume, c'est la pratique. C'est-à-dire, elle naît d'un processus spontané de formation de droit. C'est la pratique. C'est-à-dire, on dit souvent, une fois n'est pas coutume. Donc, la coutume, c'est la pratique. C'est-à-dire, c'est une pratique générale qui, qui est répétée par plusieurs États et qui finalement devient une source de droit. Donc, l'article 38 de la Cour internationale de justice définit la coutume comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Retenez bien, la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Moi, je pense que c'est la pratique qui est la preuve. Ce n'est pas la preuve qui est la pratique. Ça, c'est une mauvaise formulation. Donc, c'est la pratique générale qui est la preuve et non la preuve d'une pratique générale. Donc, ça, c'est des éléments de sémantique. Donc, la coutume, c'est donc une pratique générale qui est acceptée comme le droit. Donc, en droit international public, deux éléments. Pour qu'on parle de coutume, il faut deux éléments. La pratique générale, hein, c'est ce qu'on appelle l'élément matériel, et la conviction qu'on agit conformément au droit. Ça s'appelle l'élément moral ou bien opinio juris necessitatis. Bon, je ne sais pas trop bien. Opinio juris. Donc, cette opinion juris, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. C'est-à-dire, c'est la conviction que la preuve qu'on est en train, c'est-à-dire que la pratique qu'on est en train de faire correspond au droit. Donc, c'est ça la coutume internationale. Il y a la pratique. Une pratique suppose les habitudes, hein, et la croyance à agir conformément au droit. Alors, Question, en droit prof. international de l'environnement, on peut se demander, vu le caractère récent de la discipline, on peut se demander si la coutume est une source de droit. Question, prof. J'ai une question au stade de vos explications, prof. Oui. Alors, quel est le rôle de la jurisprudence dans la reconnaissance de la coutume internationale? Le rôle de la jurisprudence dans la reconnaissance de la coutume. Oui. D'accord. La jurisprudence est une source de droit. La jurisprudence, c'est l'ensemble, c'est-à-dire le tribunal peut recourir. Lorsqu'un juge est saisi, la première chose qu'il vérifie, après qu'il
ait traversé l'étape de la compétence et de la recevabilité. Parce que lorsqu'un juge est saisi d'une question, d'un différend, la première question qui se pose est celle de savoir, suis-je compétent? Quand sa compétence est établie, est-ce que la requête est recevable? Quand l'étape de la recevabilité est franchie, c'est là où le juge entre dans le fond de la requête. Vous demandez quelle est la position de la jurisprudence par rapport à la coutume. Effectivement, quand le juge entre, surtout le juge international, prenons l'exemple de la Cour internationale de justice et des autres juridictions internationales, quand il est saisi d'une requête, après que sa compétence a été établie et la recevabilité également, pour juger, première des choses, est-ce qu'il y a un traité? Le traité, c'est un peu comme c'est la loi. Est-ce qu'il y a un traité qui règle la question? S'il y a un traité, il vérifie est-ce que les États concernés sont partis à ce traité. Il s'en va donc dans le traité chercher la solution du litige. Le traité, c'est comme la loi, c'est comme un code, c'est comme le juge interne qui regarde dans son code civil ou bien son code pénal, c'est un peu comme ça. Donc, le juge international, il va aller chercher dans le traité. Si le traité, il n'y a rien, s'il ne trouve rien dans le traité, eh bien, c'est la coutume. Le juge va aller chercher dans la pratique des États. Il va aller chercher pour voir si dans la pratique des États, il y a une pratique, c'est-à-dire il y a une pratique récurrente qui permette de régler le problème. Vous voyez donc, à partir de cette coutume, il peut se servir de cette coutume pour régler le cas à lui soumis. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Très bien, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, voilà la place de la coutume. Donc, si vous voulez, c'est le juge qui s'en va se servir de la coutume pour régler un cas. Donc, le problème en droit international à l'environnement, c'est de savoir est-ce qu'il existe un droit eu égard à la relative jeunesse du droit international de l'environnement. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que la coutume a une place? Est-ce que la part de la coutume est grande dans le droit international de l'environnement, qui est une discipline relativement jeune? D'accord, prof. Alors, Prof, je me pose permettez-moi une de... question. Pardon? Le prof, Oui, une question juste. oui, Oui, Dany, allez-y. Maître Dany, allez-y. à la suite de la question du docteur Robinson, je me dis, Oui. est-ce qu'il y a des proportions admises pour qu'une coutume soit qualifiée d'internationale? J'ai pas Parce bien suivi, que, pardon? est-ce qu'il y a des proportions généralement admises dans lesquelles une coutume peut être qualifiée d'internationale? Est-ce qu'il y a des proportions? Je vous ai Oui, dit parce que que dans la le cours, coutume, vous insistez sur c'est le une fait que, pratique générale. oui, bon, parce Ça que veut dire, dans le cours, vous avez dit qu'il y avait, nous avons parlé du traité et vous avez parlé de la coutume internationale. Alors moi, c'est le oui. concept international qui me pousse un peu à aborder cette question-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a des Bon, proportions dans lesquelles on international peut pratiqué qualifier? par des États, c'est-à-dire une coutume Voilà, internationale, c'est-à-dire reprise, une pratique que les États, à laquelle les États se livrent. voilà. Donc, on peut considérer que Voilà, deux États peuvent admettre un ensemble de pratiques comme leur coutume internationale, ça suffit. tout à fait. Et Ah, il y a ce qu'on appelle en droit international public la doctrine du persistant objector, c'est-à-dire un État peut refuser, c'est-à-dire une pratique peut être en train de se développer et un État dit, ben, écoutez, on ne m'applique pas cette pratique. On appelle persistant objector, mais ça, c'est une exception à la coutume en droit, c'est-à-dire à l'applicabilité de la coutume en droit international. Si l'État refuse, on ne va pas lui appliquer cette pratique. Vous savez, d'accord. dans le procès international, l'État, même comme il y a un juge, l'État reste quand même, il reste l'État. Si vous voulez que l'État peut refuser qu'on lui applique une règle. C'est d'ailleurs la même chose en matière de traité. C'est parce que nous ne sommes pas entrés en profondeur dans le traité. Un État, il y a ce qu'on appelle les réserves en matière de droit des traités.
C'est-à-dire, je vais parler de manière prosaïque afin que vous compreniez. La réserve, c'est lorsque, au moment de la signature d'un traité, un État vient vous dire, écoutez, moi, j'accepte ce traité, mais les dispositions de tel article, je ne me sens pas lié par ça. Donc, à partir du moment où l'État fait la réserve, on ne peut pas lui appliquer cette disposition. Mais il faut également savoir que les réserves ne sont pas autorisées. Il y a certains domaines où les réserves ne sont pas autorisées. Là, ça devient le jus cogens. Il y a des domaines, les traités en matière de protection des droits de l'homme n'acceptent pas de réserve. Un traité de lutte contre le génocide, il n'y a pas de possibilité de dire telle disposition ne s'applique pas à moi. Donc, vous voyez, c'est ça la particularité, par exemple, des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires, qui n'acceptent pas aussi les contre-mesures, comme je vous ai dit tout à l'heure, concernant le droit international à l'environnement. Donc, pour revenir à la coutume internationale, quand on dit coutume internationale, ça veut dire une pratique générale à laquelle les États, une pratique, si vous me permettez la tautologie, une pratique pratiquée par les États. Oui, prof. Mais si Permettez-moi un de État rebondir refuse, là. fait ce qu'on appelle une objection, persistant objecteur, on ne lui applique pas cette disposition. Alors, prof, je rebondis, s'il vous plaît. Oui. Comment la soft law en droit environnemental devient une coutume internationale? Comment la soft law devient une coutume internationale? Ça, c'est une très bonne question. La soft law, ça veut dire le droit mou. Si les États commencent à se livrer à cette pratique, on se rend compte, je vais en arriver, je vais vous montrer quelques exemples de pratiques, c'est-à-dire, c'est contenu dans des textes aujourd'hui, dans des conventions, mais à la base, c'était des pratiques. Donc, je me serais entendu, je peux vous dire que, bon, à partir du moment où une pratique est consacrée par un traité, où on ne parle plus toujours là, cette pratique a vocation, entre guillemets, a vocation à disparaître, entre guillemets, parce que on renverra beaucoup plus vers les textes. Je vais vous montrer qu'on va continuer. Je vais vous donner quelques exemples contenus dans des conventions aujourd'hui, mais qui à la base étaient des pratiques. Parfait, prof. On posait juste le problème. Oui. C'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, le droit international à l'environnement étant relativement jeune, peut-il se revendiquer, peut-on parler d'un droit international coutumier? Est-ce que la coutume a une place prépondérante dans le droit international à l'environnement? En une autre manière, est-ce que la coutume peut se former en un laps de temps? Parce que la coutume, c'est la preuve d'une pratique. Ça suppose un long temps. Le droit international à l'environnement étant jeune, est-ce qu'une coutume peut se fabriquer en un laps de temps? La réponse est bien évidemment oui, même en droit international. Un exemple vivant, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ici, c'est-à-dire entre 1913 et 1982, on a vu comment la pratique rapidement. On est parvenu à une convention partant sur la pratique. La réponse est oui. Donc, on note quelques pratiques dans les domaines, dans plusieurs domaines relevant entièrement la protection de l'environnement. On assiste à la naissance des règles coutumières. Il y en a. Par exemple, le principe de l'utilisation non dommageable du territoire, le principe de prévention, le principe de coopération et d'échange régulier d'informations, le principe de l'utilisation équitable et de gestion concernée des ressources partagées. Voilà des principes qu'on trouve dans des traités aujourd'hui, mais à la base, c'était des principes, c'était des normes coutumières. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, la coutume est une source de droit international à l'environnement. Ça va jusque-là? Oui, très bien, très bien. Troisième point. Troisième point, les principes
généraux de droit reconnus par les nations. Il y a une question de Léna. Donc, je vous ai demandé d'enlever de votre vocable S'il le vous mot plaît, nation. professeur, Oui. ma question est celle-ci. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la coutume est en train de diminuer en ampleur ou en quantité du fait de la codification progressive de certaines pratiques? Parce que, je Bien ne sais pas, évidemment. mettons en diplomatie, la coutume était Oui, d'abord prépondérante au début, oui. avant qu'il y ait la Convention de Vienne. Les pratiques comme Tout à des fait. échanges de lettres entre diplomates, les pratiques entre l'autorisation pour passer les Le terres d'un territoire de l'autre. souverain, c'était comme ça des Très bien. pratiques qui se sont imposées comme coutume, mais à la longue ont été codifiées. Est-ce que la coutume internationale, au moment où on la définissait, n'a pas plutôt diminué? Je dirais sans hésiter à votre question, oui. Puisque le juge ne cherche la coutume que lorsqu'il n'a pas trouvé quelque chose de codifié. Et lorsque ça devient... Vous avez pris l'exemple du droit diplomatique. Il y a beaucoup... La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne fait que codifier des pratiques qui existaient longtemps avant. Et vous voyez, on ne parle plus à partir du moment où une pratique est codifiée, on oublie la coutume. C'est la même chose d'ailleurs en droit interne. Lorsque le juge doit appliquer, du moins chez les pays de tradition de droit civil, quand le juge ne trouve pas la loi, le texte de loi, il cherche la coutume. Mais il faudra que cette coutume ne soit pas contre la loi. Hein? Il faudrait que ce soit une coutume pro legem, pas contra legem. C'est exactement la même chose. Quand il n'a pas la loi, quand il ne trouve pas un texte, il cherche la coutume. Quand dans la coutume, il ne voit rien, il s'en va regarder dans la jurisprudence. Si dans la jurisprudence, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je vais vous reposer la question. Si on vient poser un problème au juge, un problème qui ne trouve pas de réponse ni dans le code, ni dans la coutume, ni dans la jurisprudence, qu'est-ce qu'il fait? Vous m'entendez? Reprenez la question, prof, s'il vous plaît. Si on pose un cas, donc je suis un peu dans le cadre, j'ai fait un petit glissement dans le droit interne sur la fonction de juger. Si on vient poser une question à un juge, on saisit Oui. un juge d'une affaire qui ne trouve pas de réponse dans le code. Il parcourt tous les codes, il ne voit rien. Il s'en va dans la coutume, il ne voit rien. Il va dans la jurisprudence, il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il interroge la doctrine. Très bien. Il se rabat sur son intime conviction, quoi. Voilà. Et par là, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, le juge, quand il est régulièrement saisi, a l'obligation de trancher le litige pour lequel il est saisi. Si aucun texte de loi n'existe, rien n'existe, il doit lui-même créer un texte, il doit construire une solution en s'inspirant de la doctrine, par exemple, et c'est là toute l'importance de la doctrine, hein, pour l'appliquer au cas d'espèce. Un juge régulièrement saisi est obligé de juger. Donc, pour revenir à la question de Madame, donc, la codification de la coutume a donc pour conséquence sa disparition ou du moins le rétrécissement de son champ d'application. Une fois que la coutume est codifiée, on n'en parle plus, on s'en va dans le traité. D'accord. Est-ce que c'est bon pour la coutume? Parfait. Ouais. Une question? Non, c'est parfait, on peut continuer. D'accord. Donc, après la coutume, c'est les principes généraux de droit reconnus par les nations. J'étais disant tout à l'heure qu'il faut bannir de votre vocabulaire le mot nation civilisée qu'on retrouve dans la Charte des Nations Unies, dans l'article 38. Ça, c'est quand le droit international était encore teint d'une saveur coloniale. Nous ne savons pas ce que veut dire civilisé. Donc, vous enlevez ça.
principes généraux de droit reconnus par les nations. Donc, c'est quoi les principes généraux de droit? Mais, prof, ça là, ce que Oui. vous dites d'enlever là, il faut aller le contester devant les tribunaux là. Oui, c'est le rôle de la doctrine aussi. Oui, on ne dit plus. Mais qu'est-ce que vous appelez nation civilisée? N'oublions pas que le droit international, de manière générale, était un droit international centré sur l'Europe. Ils appelaient les autres les barbares. Ce droit, même jusqu'au moment où on crée les Nations Unies, cette affaire de nation civilisée, dans leur arrière-pensée, certains, pour eux, les peuples coloniaux ne sont pas civilisés. Il faut souvent dire les choses. Quand ils mettent nation civilisée là, dans leur esprit, ils ne comptent pas l'Afrique. L'Afrique, c'est des colonies. Pour eux, ce n'est pas des nations civilisées. C'est ce qu'il y a derrière leur tête. Il ne sert à rien souvent de faire la diplomatie, même là où ça ne doit pas se faire. Il faut barrer le mot civilisé là. Mais Au c'est moment où on justement dit pourquoi il faut nation porter. civilisée, Oui, mais c'est justement pourquoi, prof, je pense qu'il faut porter le débat, le débat non seulement dans le public, mais aussi à la cour. oui, il faut. Ben, vous savez que pour aller aux Nations Unies, il faut bien être représenté par un État. Bon, peut-être qu'un jour, un pays va me désigner là-bas et j'irai porter la cause. Vous savez que vous allez généralement comme représentant d'un État. Si vous n'avez pas le soutien d'un État, vous connaissez le principe de la désignation des juges à la Cour internationale de justice. Vous pouvez être le plus fort du monde, mais les calculs politiques font de telle sorte que vous ne soyez pas élu. L'exemple vivant de ces dernières années, c'est le cas de le professeur Maurice Kamto. Oui. Il n'a pas été élu juge à la Cour internationale de justice, pas parce qu'il n'était pas compétent, mais c'était en raison des alliances politiques, parce qu'il faut composer avec des considérations politiques. Il ne suffit pas seulement d'être fort ou tout ça pour être membre d'une juridiction internationale. Ça, il faut compter avec les calculs politiques. Même si on sait que les 5 grandes nations du Conseil de sécurité, généralement, vont tous s'assurer d'avoir un des leurs là-bas. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, les principes généraux du droit. Les principes généraux de droit. Bon, très bien. Écoutez ce qu'Alexandre Kiss dit. Je crois que je trouve là où m'appuyer. Aujourd'hui, le concept même de nation civilisée est contesté. Toujours est-il qu'il convient de penser avant tout à des principes juridiques qui se retrouvent dans la majorité des systèmes de droit, sinon dans leur totalité. Donc, vous voyez que Kiss et Beurier demandent aussi qu'on enlève le mot civilisé. Vous voyez que si des érudits disent déjà ça, ça veut dire que quelque part, il y a une dose de vérité. Donc, les principes généraux de droit, c'est quoi? Ce sont des principes issus des ordres juridiques internes des nations du monde et transposables dans l'ordre juridique international. Voilà ce qu'on appelle le principe général. Un principe est général à partir de quand un principe peut être considéré comme un principe général, s'il vous plaît. Écoutez, je reviens. Je vous dis, les principes généraux de droit sont des principes issus des ordres juridiques internes et transposables dans l'ordre international. Et là, maintenant, je vous demande à partir de quand un principe peut être considéré comme général. Le principe peut être considéré général s'il est présent dans la majorité des systèmes juridiques internes. Si on retrouve un principe dans tel système juridique, vous savez, il y a plusieurs systèmes juridiques au monde. Vous avez le système Quels sont les systèmes juridiques? Il y a les systèmes romano-germaniques, il y a des systèmes La common law, tout ça comme système romano-germanique, système de la common law, système mixte,
plusieurs systèmes là, comme système mixte qui associe les deux, système romano-germanique, système système de droit civil. Il y a quel système encore? Donc voilà à peu près les systèmes, les quelques systèmes les quelques systèmes qu'on peut lister. Donc si un principe se retrouve dans tous les systèmes, vous êtes d'accord avec moi que là, il est considéré comme un principe général de droit. Là, le juge peut s'en servir. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Donc, Oui. qu'on retrouve dans les systèmes juridiques, tout en sachant qu'il y a plusieurs systèmes juridiques au monde. Il ne faut pas s'enfermer dans la présentation bipartite common law, système de droit civil. Il y a d'autres systèmes. Voilà. Jusque-là, c'est bon? Oui, ça va, Oui. c'est bon, prof. Très bien. Très bon, D'accord. prof. Oui. Donc, un principe est général s'il est présent dans la plupart des systèmes juridiques. Le droit comparé est là pour nous enseigner. Si vous faites un cours de droit comparé, avez-vous déjà fait un cours de droit comparé? Non. C'est dans le droit comparé qu'on étudie les systèmes juridiques. Bon, là, c'est un autre débat. Ce principe est donc transposable si son application est compatible avec les spécificités de l'ordre international. Donc, de manière générale, la caractéristique principale, de manière générale, les principes généraux brillent par leur généralité. Hein? Quelques principes, par exemple. Donnez-moi un exemple de principe. Vous connaissez, allez-y. En droit de l'environnement, Non, un pollueur principe payeur. général de droit. Un exemple de principe général de droit. N'importe lequel. N'importe quel principe. On prend de manière générale. On a Bon. le principe tel que nul ne plaide par procureur. Pardon? Nul ne plaide par procureur. Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir mon son. J'ai dit, on a le principe tel que nul ne peut alléguer turpitude. Vous dites? On a le principe tel que nul ne peut alléguer sa propre turpitude. Bon, écoutez, oui, bon. Il y a le principe, par exemple, le principe de la bonne foi, le principe de la force majeure, le principe la que force majeure, mais vous avez parlé oui, de principe interne aussi. Oui, vous avez effectivement évoqué un bon principe. Nemo sensu, quoi, là. Nul ne peut se prévaloir à sa propre De turpitude. sa Oui. propre turpitude, oui. Ouais. Voilà, ce sont des principes structurants du droit. Donc, voilà un peu les principes généraux. Hein? Donc, l'avantage de ces principes est qu'ils fournissent un bassin de règles générales dans lequel le juge peut puiser pour appuyer sa décision. Quand un texte écrit ne règle pas, ne lui permet pas de régler le différend pour lequel il est saisi. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. On est d'accord. Voilà pour les principes généraux de droit. Après les principes généraux de droit, nous avons vu l'article 10, attendez, sous réserve des dispositions de l'article 59, les décisions judiciaires, hein? Attendez, je lis un peu, qu'est-ce que ça disait là? Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés. Voyez-vous? Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés. Donc, le prochain point, c'est donc les décisions judiciaires. La jurisprudence. Est-ce que la jurisprudence est une source de droit international?
Bien évidemment, oui. L'article de la Cour internationale de justice dit que c'est des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit. Hmm? Ils sont une source de droit. Et vraiment, l'importance, en réalité, bien que l'article 38 les qualifie la jurisprudence de source auxiliaire, l'importance des arrêts et des avis consultatifs, ou même des décisions rendues par les arbitres et d'autres juridictions internationales en matière de l'environnement se fait de plus en plus grand. Je vous ai dit hier, la sentence arbitrale rendue le 11 mars 1941 dans l'affaire de la fonderie de Trailles, c'est cette sentence-là qui a jeté le fondement moderne du droit international de l'environnement. Vous voyez comment, à partir d'une décision de justice, un droit peut se développer. Vous savez que l'arbitrage, qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage ressemble à une décision de justice. C'est-à-dire, l'arbitrage, c'est un procédé non juridictionnel de règlement, hein, qui permet aux parties de recourir, de solliciter l'intervention d'un tiers appelé arbitre et dont la décision s'impose aux parties. C'est ça l'arbitrage. Vous voyez donc, en droit international de l'environnement, il y a la sentence de la fonderie de la Traille, sentence de la fonderie de Traille. Je vous ai expliqué ça hier. C'est une sentence qui a servi de jalon pour le développement moderne, si on peut ainsi dire, du droit international de l'environnement. C'était une affaire opposant les États-Unis au Canada. À l'époque, le Canada était un dominium de la Grande-Bretagne. Il y avait eu une affaire de pollution des fumées qui quittait le Canada pour aller sur le territoire canadien. On a sollicité l'intervention d'un arbitre qui a rendu l'une des décisions les plus importantes. Un État ne peut utiliser son territoire à des fins préjudiciables à l'environnement de l'État voisin. Voilà un peu la quintessence. Donc, lorsqu'on parle de décision judiciaire, convenons qu'en matière internationale, bon, il y a aujourd'hui, à l'époque, en 1945, bien évidemment, il n'y avait que la Cour internationale de justice. Mais aujourd'hui, on assiste à un phénomène de multiplication, de juridictionnalisation de droit international, c'est-à-dire la multiplication des juridictions internationales. Il y a tellement de tribunaux internationaux aujourd'hui qui rendent des décisions. Et du point de vue du droit de l'environnement, je vous parlais d'ailleurs hier d'un livre que je publierai bientôt sur l'application du droit international de l'environnement par le juge. Vous allez voir, on se rend compte aujourd'hui que le droit international de l'environnement est de plus en plus appliqué par les juges, qu'il s'agisse des juges internationaux. Parce que lorsqu'on dit juges internationaux, on peut distinguer entre le juge de droit commun du droit international. Bon, certaines universités ont l'habitude de dire le juge international de droit commun. Cette expression n'est pas bonne. C'est le juge de droit commun du droit international qui est la Cour internationale de justice. Et on a des juridictions spécialisées. Les juridictions spécialisées au niveau universitaire, on a le tribunal international de droit de la mer, la Cour pénale internationale. À l'échelle régionale, on a plusieurs juridictions internationales. Je vais saisir l'occasion pour vous parler d'un livre que j'ai eu à écrire. Je ne sais pas si vous avez, sur les juridictions des organisations d'intégration économique en Afrique. C'est un livre que j'ai écrit il y a environ 4 ou 5 ans, publié chez LGDJ, qui parle des juridictions régionales africaines. Donc, il y a beaucoup de juridictions de par le monde. Quand on va seulement dans le continent africain, si on va seulement dans le continent africain au niveau des juridictions régionales, on a la Cour de la CEDEAO, la Cour de l'UEMOA, la Cour de la CEMAC, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, la Cour de justice de la CEAC, l'instance judiciaire de l'Union du Maghreb arabe
il y avait jusqu'à une date très récente feu tribunal SADC. Si on compte même encore, on peut compter la Cour de l'OHADA, qui n'est pas une juridiction d'intégration, bien évidemment. Il y a une Cour commune d'arbitrage. On peut compter la Cour de justice de la communauté. Il y a une Cour là, Cour de justice de l'Union africaine qui n'existe, de la communauté africaine qui n'existe, qui n'est pas fonctionnelle. Donc, vous voyez que en Amérique latine, il y a plusieurs juridictions aussi. Plusieurs juridictions. Toutes les organisations d'intégration latino-américaine, la majorité ont des juridictions. En Europe, il y en a aussi. Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de juridictions internationales aujourd'hui. Et la plupart de ces juridictions sont de plus en plus saisies des questions environnementales. Donc, vous voyez que le rôle de la jurisprudence est amené à se développer en droit international de l'environnement. Si on s'en tient seulement à la Cour internationale de justice, vous savez que ces dernières 20 années, la Cour a été saisie de beaucoup de questions environnementales. Souvenez-vous, en 1994, je crois 93, on avait créé une chambre spéciale des questions environnementales à la Cour internationale de justice. Malheureusement, cette chambre n'ayant jamais été saisie, on l'a fermée. Mais dès 1997, les affaires ont commencé. Vous avez Gapsikovo Najimaros, l'affaire des usines à papier, l'affaire Nicaragua et Costa Rica. Donc, ces derniers temps, l'affaire des baleines, ces derniers temps, il y a pas mal, un abondant contentieux écologique se développe devant les juridictions internationales et les juridictions même régionales. La Cour européenne, parlant des juridictions régionales, la Cour européenne de droits de l'homme a rendu pas mal de décisions en droit de l'environnement. La Cour de justice de l'Union européenne également. Question, prof. Oui. J'ai une question. Alors, pourquoi Ouais. poser donc le problème de l'effectivité du droit de l'environnement alors qu'il y a cet abondant contentieux? Oui, il y a cette abondance jurisprudence, mais ça n'enlève rien à la question de l'effectivité. Il y a beaucoup reste à faire. La jurisprudence connaît ces dernières années un envol. Je me souviens à l'époque, lorsque j'écrivais ma thèse, je l'ai soutenue en 2008, c'était sur le droit international, l'environnement et la fonction juridictionnelle. J'avais des difficultés. Il n'y avait vraiment pas de décision comme maintenant. Si je vous prends seulement l'exemple des changements climatiques, vous avez vu comment les procès climatiques, l'envolée que connaissent les procès climatiques ces dernières années. Tout à fait. La révolution judiciaire induite par les changements climatiques, que de tribunaux sont saisis des affaires climatiques. Ça, on ne peut pas nier, il y a une évolution, C'est ça qui m'a d'ailleurs poussé à écrire cet ouvrage qui montre la place du juge en droit. Le droit de l'environnement gagne en effectivité, même si cette effectivité n'est pas encore totale. Mais il faut reconnaître que le juge, de plus en plus, joue son rôle de bon berger dans l'application de la norme environnementale, que ce soit même à l'échelle internationale. La Cour internationale de justice a rendu un avis il y a à peine 1 ou 2 mois sur les changements climatiques. C'est vrai que l'avis n'est pas obligatoire, mais elle traduit déjà la position de cette Cour si elle est saisie d'un litige. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si demain, on vient poser un problème en matière de changement climatique au contentieux devant la Cour internationale de justice, eh bien, elle va reprendre la jurisprudence qu'elle a développée dans l'avis qu'elle a rendu. Vous savez que l'avis n'est pas obligatoire, mais elle n'en reste pas moins un élément déterminant dans la politique jurisprudentielle internationale. Donc, nous sommes donc d'accord que Ben, on la attend votre jurisprudence ouvrage. qui Hein? occupe. On attend votre Comment? ouvrage, prof. On l'attend. Oui, il est fini là. J'attendais juste Quand je m'apprêtais à le publier, on a saisi la Cour internationale de justice des affaires climatiques, on a saisi la Cour interaméricaine des droits de l'homme, on a saisi Je crois que même maintenant, la Cour africaine des droits de l'homme a été saisie d'une affaire. Bon, mais je ne vais pas attendre éternellement. Hein. Bon. Donc, Très bien. il y a donc beaucoup d'arrêts. Si on remonte même dans l'histoire, vous avez déjà entendu parler de l'affaire du détroit de Corfou?
Ça, c'est 1949. Ça, c'est une affaire dans laquelle la Cour internationale de justice a abordé un peu les questions d'environnement. En droit de la mer, non? Bon, l'affaire du lac Lano, oui, bon. Hein? Vous avez l'avis de 1996 sur la licéité de la menace d'emploi d'armes nucléaires, dans lequel la Cour internationale a donné une définition de l'environnement que les gens prennent beaucoup aujourd'hui, la reprennent beaucoup. L'environnement n'est pas une abstraction, mais un domaine où, voilà, il y a cette définition qu'on reprend partout là. On retrouve d'ailleurs cette définition encore de l'environnement dans l'arrêt de la Cour internationale concernant l'affaire du projet Gapsikovo-Najimaros. Donc, vous voyez donc que les décisions judiciaires peuvent, les décisions, les arrêts que les tribunaux internationaux rendent deviennent de plus en plus une source de droit international de l'environnement. Prochain point, la doctrine. Voilà. Donc, nous sommes en train de suivre l'énumération. Je vous ai dit que je suivais l'énumération de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. La doctrine. Alors, le statut parle de la doctrine des publicistes les plus qualifiés. Voilà. On peut se demander ce qu'on entend par publicistes les plus qualifiés. Vous conviendrez avec moi que ça ne manque pas. Le publiciste le plus qualifié est celui qui a fait par ses preuves. exemple? Par exemple, Kiss? Alexandre Maurice Kiss? Kamto en est un. Maurice Kamto, Sophie Lavallée? Oui. Il y a un autre, parce que vous savez, j'aime prendre beaucoup les auteurs africains. Notre malheur, c'est souvent toujours, je ne dis pas que les autres n'ont pas fait. Et vous-même, vous-même aussi, prof? Non, je suis encore en route. En écrivant beaucoup de livres et d'articles, écoutez, on va commencer à vous Non, compter, je suis là. encore en route. Attendez. Quand vous prenez le CV de monsieur le professeur Kamto, quand vous avez déjà entendu l'ancien président de la Cour internationale de justice, un Algérien, Mohamed Bedjaoui. Bon, il a un peu de l'âge aujourd'hui. Dans les publicistes les plus qualifiés, c'est-à-dire, bon, voilà des gens. On en a, hein? Vous connaissez, hein, monsieur le bâtonnier. Je vous parlais de monsieur Saïman Boula Boula. Il doit Oui, être en oui, retraite aujourd'hui, professeur à l'université de Kinshasa. exact, oui. Boula Ben boula. voilà. Ouais. Hmm. Il y a la doctrine. Hein? Si vous voulez que je cite mes modèles, quand je viens en France, par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour Alain Pellet, monsieur Alain Pellet. Ouais. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux, tout à fait. Ouais, ils sont nombreux. Voilà, ça c'est des publicistes. Donc, ça renvoie aux écrits des auteurs, aux sociétés savantes. Vous avez la Société française du droit international, l'Institut du droit international, qui est une association, je pense. C'est-à-dire, la doctrine des publicistes les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux d'Alexandre Kiss. Par exemple, quand on parle du droit international de l'environnement, ne nous le rend pas. Le père de la discipline, c'est Alexandre Kiss. Et quand on parle du droit de l'environnement, le patron, c'est Michel Prieur, que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais étudiant à Limoges, qui a d'ailleurs présidé mon jury de thèse. Mais c'est d'ailleurs pourquoi j'ai vanté, c'est d'ailleurs pourquoi on vous a vanté, prof, que vous venez de Limoges, là. Oui, Limoges, c'est une bonne école de droit de l'environnement. J'ai eu la chance de connaître des grands, Stéphane Doumbé-Bilé, qui était le rapporteur de ma thèse. À son ami, il est décédé aujourd'hui. C'est des gars dont les écrits font autorité en droit international à l'environnement. Vous ne pouvez pas parler de droit à l'environnement en France sans parler de Michel Prieur. Limoges, attendez. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas bien. Hein. Il y en a aussi. Hein. Bon, donc, la doctrine. Donc, comme la jurisprudence, la doctrine a une fonction d'élucidation du droit qu'elle remplit à travers des descriptions et des explications. Bon, quand le juge est coincé là, il peut se référer à la doctrine, il puise dans la doctrine. Vous savez qu'il y a un principe aujourd'hui en droit à l'environnement qui est l'œuvre carrément de monsieur Michel Prieur. Le principe de la non-régression qui est reconnu aujourd'hui.
Tout à fait. Voilà un principe que Michel Prieur a développé si bien qu'il est reconnu. Donc, voilà donc l'énumération de l'article 38 sur les sources. Ça, c'est les sources formelles. Bon, après ça, il y a d'autres sources. Je préfère dire autres sources. Donc, c'est-à-dire, si on dit les sources du droit international de l'environnement, donc on dit, vous pouvez dire, si on dit les sources du droit international de l'environnement, vous pouvez dire les sources prévues à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Vous énumérez ce que je viens de vous dire. Vous dites maintenant les autres sources. Quelles sont les autres sources du droit international de l'environnement? On en a débattu hier. Je vous écoute. Et on a parlé des déclarations, des résolutions, de la soft law, ça dit toutes ces règles de droit mou, là, c'est les autres sources. Et il y en a tellement en droit international de l'environnement qu'on ne peut pas se mettre à les citer. Vous allez bien évidemment me demander à quoi servent ces sources. Le juge, ces sources ne sont pas contraignantes. Mais lorsque le juge est saisi d'un litige, il peut arriver au juge. Il y a plusieurs exemples. Le juge, il va souvent dans la soft law, puiser des éléments pour trancher un litige. Et là, vous voyez comment la soft law quitte de la soft au hard. Dès le moment où le juge s'est servi de ce texte pour régler un litige, ça devient du droit dur. Donc, voilà à peu près les sources de droit de l'environnement. Donc, pour me résumer, sources formelles et autres sources, ou bien les sources prévues à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Vous listez le traité, la coutume, les principes généraux de droit, la doctrine et la jurisprudence. On peut même ajouter l'équité. On peut même encore ajouter, comme la doctrine fait, les actes unilatéraux. Bon, mais on n'ajoute pas ça. Tenons-nous-en à l'article 38. Et après, quand on dit les autres sources, vous citez les déclarations. Toutes les grandes conférences ont donné lieu à des déclarations. En dehors des déclarations, on a des résolutions, des recommandations, des plans d'action. Voilà autant de sources. Donc, vous voyez que le droit de l'environnement est à identifier dans un maquis de résolution, comme disait M. Raymond Rangeva, ancien juge à la Cour internationale de justice et professeur à l'Université de Madagascar, de Tananarive. Voilà. Donc, voilà. Donc, je crois que le point sur les sources est terminé. Y a-t-il des zones d'ombre? Les choses sont désormais claires. Merci, ça me va droit au cœur. Donc, voilà les sources du droit de l'environnement, des sources du droit international de l'environnement. Bon. D'accord. Bon. Le prochain point, nous avons dit sources et acteurs. Nous passons aux acteurs du droit international de l'environnement. Alors, les acteurs, est-ce que ça vous dit quelque chose, s'il vous plaît? Quels sont les acteurs du droit international de l'environnement? Remémorez-vous de votre cours de droit international public et des relations internationales, mais du cours de relations internationales. Vous verrez que les acteurs sont devant vous. Si vous faites le remonte mémoire, vous allez à votre cours, vous vous rappelez votre cours de droit international public et de votre cours de relations internationales, vous avez trouvé les acteurs. Vous avez trouvé les acteurs du droit international de l'environnement. Alors, s'il vous plaît, professeur.
Oui, beaucoup n'ont pas Les, fait le cours de relations internationales. Hein. les Beaucoup. oui, mais les principaux acteurs du droit international sont les États et les OI et les organisations internationales. oui, Et auxquels on ajoute maintenant, avec l'évolution de la doctrine et des pratiques, on ajoute de plus en plus maintenant les communautés internationales, les communautés, les organisations de la société civile qui de plus en plus commencent à agir sur le plan international, des communautés aussi, par exemple sur le droit de l'environnement, très bien, les les individus. communautés impactées peuvent agir en droit international. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Vous voyez que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. C'est tout. C'est exactement ça. Donc, lorsqu'on parle d'acteurs, bien évidemment, on a les États, les organisations internationales qui peuvent se distinguer en organisations internationales gouvernementales et organisations non gouvernementales. Et enfin, les individus. Voilà les trois grands mouvements. État, organisations internationales, qui peuvent être les organisations internationales interétatiques ou bien intergouvernementales, hein? Ou alors les organisations non gouvernementales, et enfin, les individus. Voilà les quatre. Donc, les acteurs, il y a les États. Bon, lorsque nous parlons des acteurs du droit international de l'environnement, il y a donc les États, les organisations internationales intergouvernementales qui peuvent être les organisations internationales. Elles peuvent être intergouvernementales ou non gouvernementales. Mais dans une bonne terminologie, les organisations internationales sont toujours intergouvernementales. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, nous avons les États, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les individus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un État? Comment on définit l'État en droit international? Comment définit-on l'État en droit international? Il y a trois éléments, trois ou quatre. Les principaux, je parle de mémoire, hein. Oui, L'État, c'est un territoire sur lequel se très bien. trouve une population Très dirigée bien. par un Un gouvernement gouvernement, et qui est doté de la souveraineté très bien. Je n'ai plus rien à dire. internationale. Très bien. En droit international, voilà les quatre éléments de l'État. Territoire, population, gouvernement et reconnaissance internationale. Propre. Voilà les quatre éléments définis, hein, constituent d'un État en droit international. C'est comme ça que l'État, population, territoire, gouvernement et souveraineté internationale. C'est tout. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une population, un territoire. Hein? Un territoire, c'est une délimitation, c'est un ensemble délimité par des frontières. Population, hein, c'est l'ensemble des personnes fixées dans un État. On peut distinguer dans la population les nationaux et les non-nationaux. Bon, ça, c'est les débats, outre débat. Population, territoire, gouvernement. Et reconnaissance internationale, souveraineté internationale. Voilà. Ça, c'est le premier. Ça, c'est un des acteurs du droit international de l'environnement. Après l'État, on a les organisations internationales. Et je vous ai dit on peut les distinguer sur organisation internationale intergouvernementale, organisation internationale non gouvernementale, non, les organisations non gouvernementales, les individus. Donc, les organisations internationales intergouvernementales.
Je vous écoute. Dites-moi ce que vous savez un peu des organisations internationales intergouvernementales. Je vous écoute. La classe est là. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'une Nous, organisation internationale? nous y sommes. Ah, la classe d'or, là. Bon, on va faire simple. Je vais procéder par énumération. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Bon, les organisations internationales sont des organisations créées par des États. Donnez-moi un exemple d'organisation internationale, s'il vous plaît. La FAO, Oui. Nous avons même l'ONU. UNESCO, Pardon? UNESCO, Oui. L'ONU, l'OMS. Oui. l'OMS. Nous avons, donc ça, ce sont des organisations dépendantes du système des Nations Le Unies. système des... Très bien, madame. Très bien, ça c'est très bien. Voilà, il y a une bonne publiciste là. Oui. Je n'ai pas voulu Moi, entrer dans la famille des Nations Unies et le système des Nations Unies. Je ne Oui. voulais pas entrer trop dans les détails. Parce qu'il y a D'accord. Donc, les organismes qui entrent dans ce qu'on appelle le système des Nations Unies et la famille des Nations Unies. Je crois que quand on ouais, parle de FAO, là, c'est dans le système des Nations Unies. bien, exactement. Ouais. Bon, on a la SADC, on a la CEDEAO, on a Voilà, la Ligue arabe, on a voilà les organismes. Elles sont tellement nombreuses. Si vous voulez, sont pour faire nombreuses. simple, on distingue entre organisations universelles, mondiales, universelles et organisations régionales. Ça devient très simple. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation des États américains. Voilà les organisations internationales. C'est une association d'États, hein. Et on revient maintenant, il y a certaines organisations qui sont spécialisées. Il y a des organisations spécialisées, l'UNESCO, la FAO, voilà, tout ça. L'OMS. Sachez qu'en matière de... Il y a un principe préside à la création des organisations internationales, c'est le principe de la spécialité. Ça veut dire qu'une organisation internationale est créée pour un but particulier, pour un objet précis. La conséquence en est que, en principe, l'OMS, qui est chargée des questions de santé, on ne sait pas ce qu'elle sera en train de faire en matière d'agriculture, ou bien, je ne sais pas moi, en matière d'éducation et de culture. Ça, c'est le principe. Même si aujourd'hui, on sait que l'interdisciplinarité, l'environnement, par exemple, a cette particularité que la plupart de... L'environnement est une discipline fourre-tout. C'est-à-dire, il met le nez partout. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, faire abstraction des considérations environnementales dans ce que vous entreprenez. C'est pour ça que l'un des principes du droit de l'environnement, ce qu'on appelle le principe quoi? D'étude d'impact environnemental. Parce que, quelle que soit l'œuvre de l'homme, cette œuvre a un impact sur l'environnement. Et cette spécialité fait par exemple qu'un juge puisse se cacher derrière ça pour se soustraire à des questions. Je me souviens lors de la vie, lorsque l'OMS a posé une question très délicate à la Cour internationale de justice, elle n'a pas rendu l'avis en disant que l'OMS ne traite pas, doit traiter des questions de santé. Donc, vous voyez, la vie, c'est-à-dire la spécialité est à la base de la création des organisations. Mais cela n'empêche pour une discipline comme l'environnement. Vous allez voir que l'environnement est transversal. D'accord? Donc, organisation internationale et intergouvernementale. Vous savez, les problèmes que pose la protection de l'environnement sont si variés.
selon la nature et la dimension, que la plupart des organisations internationales, comme je viens de vous dire, tant mondiales que régionales, ont été amenées à s'y intéresser. Donc, voilà, tout le monde s'y intéresse. Bon, je ne sais pas s'il faut entrer dans le principe de fonctionnement des organisations internationales. Je crois que ce n'est pas trop important. Vous devez, peut-être ça, c'est des lectures personnelles que vous devez faire. Donc, c'est ce que je pense, de voir comment fonctionnent les organisations internationales, comment... Bon, après les organisations internationales, on a les organisations, je vous ai dit les organisations intergouvernementales, les organisations internationales intergouvernementales. Après ça, on a des organisations non gouvernementales. Bon, s'agissant des organisations non gouvernementales, elles sont aussi nombreuses, hein? Elles sont aussi nombreuses, aussi nombreuses. Donc, pour me résumer, dans organisations internationales, on prend les organisations universelles, les organisations régionales, et vous avez les organisations autour de vous. Toutes les communautés économiques régionales africaines que vous avez, que vous dénombrez, c'est des organisations régionales. CEDEAO, CEAC, SADC, EAC, Union du Maghreb arabe, la Sen Saïd, c'est tellement nombreux. Vraiment, si on entre dans ça, on se perd. Mais sachez que chacune de ces organisations a maudit. Si vous allez dans le préambule, c'est-à-dire dans les traités constitués de ces organisations, vous allez voir comment toujours elles renvoient à la protection de l'environnement. Parce que rien ne peut se faire aujourd'hui indépendamment des considérations environnementales. Donc, on revient maintenant aux organisations non gouvernementales. Alors, qu'est-ce qu'une organisation non gouvernementale? Je vous écoute. En fait, ce sont des organisations qui n'ont rien à voir avec les États. C'est en quelque sorte des privés. Très bien, ouais, qui n'ont rien à voir avec les États. Vous voyez comment il faut prendre souvent terre à terre. La définition est bonne, hein? Quand vous partez de là, vous comprenez la différence entre l'organisation non gouvernementale et une organisation intergouvernementale. Une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire, une organisation non gouvernementale est une organisation non gouvernementale. C'est-à-dire, c'est une organisation qui n'a rien à faire avec le gouvernement. Ça suppose que c'est des associations, c'est des particuliers, c'est des privés, des entités non étatiques qui se sont regroupées. Et je vous assure, il y en a qui sont très puissantes en droit à l'environnement. Vous connaissez. Vous avez déjà entendu parler de l'Union internationale pour la conservation de la nature. UICN. Oui. Voilà. Voilà. Vous avez déjà entendu du Fonds mondial pour la nature, le WWF, le World Wildlife Fund, Ouais. le Ouais. WWF. Mhm. Vous ne connaissez pas l'UICN? C'est une organisation non gouvernementale. Elle a été créée ici en France, à Fontainebleau, en 1948. Hein? La particularité de cette organisation est que voilà une ONG qui a pour membre. Dites-moi la particularité de l'UICN. La particularité de l'UICN réside en ce que c'est une ONG qui compte parmi ses membres des États. Voilà le paradoxe. La particularité de l'UNC est que c'est une organisation non gouvernementale qui compte parmi ses membres, les États. Voilà.
Donc, vous avez des organisations comme ça qui luttent pour la protection des acteurs qui interviennent en matière d'environnement, hein. Cette union, par exemple, l'UICN a un service juridique situé à Bonn, en Allemagne. Donc, l'action de l'UICN en matière de droit international de l'environnement est assez éloquente. Donc, voilà. Vous avez le Fonds mondial pour la nature. Voilà aussi une autre ONG. Hmm. L'emblème, c'est le panda. Vous n'avez jamais vu les voitures quelque part à Kinshasa ou à Yaoundé ou dans un village camerounais avec le On les panda, la voit, photo du panda. on les voit. Ça, c'est l'UICN. Non, non, ça, c'est le Fonds mondial pour la nature, pardon. Créé en 1961 comme fondation de droit privé suisse. Son siège se trouve à Gland. Gland, c'est à côté de Genève. Non. Donc, une de ses activités est le financement d'opérations de conservation dans le monde entier, notamment les forêts tropicales des zones humides de savane et du milieu marin. Donc, voilà un peu. Donc, il y a les ONG. Les acteurs du droit international de l'environnement sont les États, les organisations internationales, qui peuvent être des organisations universelles ou bien des organisations régionales. Et on a des organisations non gouvernementales. Elles sont nombreuses. On peut citer l'UICN, hein, euh, le Centre international de droit comparé de, je crois, de Limoges, qui est aussi une ONG qui a un caractère doté d'un statut consultatif. Après l'ECOSOC, je pense bien. Non, il y en a beaucoup. Donc là, on vous donne juste les grandes orientations afin que vous puissiez vous-même mener la recherche. Si on ne doit pas entrer dans le fonctionnement des organisations internationales ici, c'est un cours carrément à part. Donc, sachez tout simplement que ce sont des acteurs du droit international de l'environnement. Prochain acteur, les individus. Bon, ça va vous paraître bizarre. Madame, vous avez parlé des individus. Parlez-nous un peu. Qu'est-ce que vous nous dites des individus en tant que sujet de droit en tant qu'acteur du droit international de l'environnement? Ah, ok. Donc, les individus sont à la fois acteurs et sujets du droit international. En tant qu'acteurs, en termes d'environnement, nous voyons de plus en plus des communautés se lever. Hier, je crois, c'est le docteur Robinson qui a donné, je crois, le cas d'une société, non, je crois que c'est vous-même, de Chevron, qui a été poursuivi par-ci, par-là. Ce sont des individus qui se Ouais. sont constitués, qui ne peuvent certes pas rester sur, à la CIJ, mais qui peuvent mener des actions contre certaines pratiques de violation de l'environnement. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Les individus sont des sujets de droit international. D'abord, sujets dans le cadre du droit à l'environnement. Hein? Le droit à l'environnement. Donc, les individus, bien évidemment, aujourd'hui, sont des sujets, sont des acteurs de droit de l'environnement. Donc, souvenez-vous que la déclaration de Stockholm, dans le premier principe, disait l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Un peu plus loin, l'article, quand on va dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 24 dit tous les peuples ont droit à un environnement sain, c'est un environnement satisfaisant et global propice à leur développement. Quand on va en Amérique, on a le protocole 11 à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Non. Donc, vous voyez que on aborde l'individu. L'individu est abordé d'abord sous le prisme du droit à l'environnement. Dans un premier temps. Prof, rappelez-nous un peu ces dispositions-là, je vous en prie, parce que je les note là. Les dispositions, c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'individu, Oui. je vous ai parlé de
du droit à l'environnement. C'est d'abord dans cette perspective, beaucoup plus, comme sujet. C'est-à-dire que acteur, sujet, droit à l'environnement. Et je vous dis, le concept du droit à l'environnement, on le retrouve dans la déclaration de Stockholm. Premier principe. Oui. Le premier principe de la déclaration de Stockholm est ainsi libellé. L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est l'article 24 qui dispose Oui. tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. En Amérique, c'est le protocole, l'article 11 du protocole à la Convention américaine relative à des conventions américaines relatives aux droits de l'homme, qui parle aussi du droit de l'homme à un environnement sain. Oui. Donc, ouais, c'est dans cette perspective qu'on envisage un peu l'individu en droit à l'environnement. Bon, vous entrerez dans les lectures et vous verrez ce que on pouvait aussi, dans les multinationales. Bon, bon, en relations internationales, on parle de plus en plus de multinationales. On peut aussi parler d'elles. Bon, acteurs du droit à l'environnement. De toutes les façons, quoi qu'on dise, les acteurs privés aujourd'hui, la part des acteurs privés dans la protection, dans la dégradation de l'environnement est si grande qu'on ne peut pas les négliger. Donc, le droit de l'environnement, le droit international de l'environnement a cette particularité que les acteurs ne sont plus seulement les entités étatiques, mais il va au-delà des acteurs. Il entre même dans le territoire pour saisir les gens. Le droit international de l'environnement a la logique de transordre juridique, c'est-à-dire il traverse la souveraineté, il entre dans les territoires pour se saisir des choses, des personnes qui y sont. Donc, voilà un peu ce qui avait lieu de dire en matière de sources et acteurs. C'est à peu près ça. Alors, est-ce que c'est clair? Limpide. Posez des questions et n'hésitez pas, n'hésitez pas. Posez des questions. C'est clair pour l'instant. Non. Non. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce que je peux ajouter encore au niveau des acteurs? On a parlé des individus, on a parlé des États, des organisations internationales, de la société civile, les acteurs locaux, les entreprises. Bon, c'est tout. Madame a parlé des collectivités autochtones, oui, tout ça, c'est les acteurs locaux. Donc voilà. Bon, pour ce résumé, vous savez, il faut toujours faire le résumé. La classe d'aujourd'hui était centrée. Le thème d'aujourd'hui, c'était les sources et les acteurs du droit international. On a bien évidemment, dans une première partie, parlé des sources. Je vous ai donné la teneur de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Voilà, qui donne les sources. Hein? On a vu à tour de rôle le traité, la coutume internationale, les principes généraux de droit, la doctrine, la jurisprudence. Sources. Après ça, on a vu les autres sources qui sont constitutives de la soft law, déclaration, résolution, et je vous ai dit qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas les citer. Le droit international à l'environnement est à identifier dans un maquis de textes. C'est tellement nombreux, tellement.
Il n'y a pas un autre domaine du droit international qui ait connu une évolution en un si peu de temps, comme le droit international de l'environnement. Que de traités. Ça, je vous dis plus de 500. Honnêtement, ça doit être bon. Parce que bon, on se perd même déjà. Voilà. Donc, après ça, résolution et tout. Et ensuite, on est entré sur les acteurs. On a vu donc, bon, il y a d'abord les acteurs classiques du droit international, si vous voulez, les États, les organisations internationales. Mais il y a aussi d'autres acteurs, les individus, la société civile internationale, si vous voulez. Parce que la société civile, les ONG sont hyper forts. Greenpeace, vous avez entendu parler de Greenpeace? Oui, Vous savez que Greenpeace était tellement fort que Greenpeace a eu à pousser certains États à commettre des actes pas très catholiques. L'affaire Greenpeace. Bon, il y a des ONG très puissantes. Donc, voilà grosso modo les acteurs euh, analyser, grosso modo, analyser la question des acteurs et des sources du droit international de l'environnement. alors, Des questions? oui, certainement, prof. Oui. Les questions ne manquent pas. Alors, ben, lorsque je me suis intéressé au fondement, s'agissant des individus là, au fondement juridique, Ouais. et notamment en droit régional africain là, vous avez Ouais. parlé de l'article 24 de la Charte africaine. Ouais. Alors, et là, du coup, j'ai un peu tiqué. Je me suis demandé, mais est-ce que ça ne consacre pas plutôt un droit collectif qu'individuel? Je n'ai pas bien suivi. Est-ce que le fondement n'est pas plutôt collectif qu'individuel sur l'article Ça, c'est 24? justement la particularité de la Charte africaine des droits de l'homme, c'est-à-dire la détermination collective, la notion de peuple. Vous avez saisi le problème. La particularité de la Charte africaine, et ça me semble même être l'unique, sinon le premier texte, hein, à envisager une détermination collective des droits. Ouais, c'est pas, les droits sont vus dans l'angle de la communauté et c'est ça qui fait partie de la spécificité. Bon, c'est un mot que je n'aime pas trop, de la spécificité africaine. Voyez-vous? Et cet article a déjà donné lieu à une application juridictionnelle. Vous avez l'affaire, attendez, il y a l'affaire de Shell du Nigeria. Attendez, j'ai eu à écrire un petit papier. Je vais retrouver. Donnez-moi une petite minute là, parce que cet article a déjà fait l'objet d'une application juridictionnelle. Je crois c'est le juge de la CEDEAO. Je n'ai pas l'article avec moi. Mais bon, il y a un article, il y a un jugement de la CEDEAO dans l'affaire de pétrole, c'est-à-dire dans la zone Shell du Niger, dans le delta du Niger, où la Cour de justice de la CEDEAO condamne Shell et les entreprises pétrolières à avoir violé le droit des populations locales. Il y a, L'affaire Serac? je vous renverrai à ce propos, Robinson. Il y a l'article, la revue africaine sur la protection de l'environnement et les juridictions régionales. OK. Donc, je crois que j'ai parlé de cet article, de cette affaire dans cet article. Donc, c'est l'affaire Serap, voilà, l'affaire Serap devant la CEDEAO. Voilà. L'affaire Serap devant la CEDEAO. Et je crois que dans les mélanges en l'honneur de Mahfoud Ghezali, Mohamed Mekwa et Soukaina Bouraoui, M. Maurice Kamto a aussi écrit un article qui parle de cette affaire-là. Affaire Serap contre le Nigeria. Donc, la Cour de justice de la CEDEAO invoque la violation de cet article. Elle sanctionne la violation de cet article, même si au final, la pauvre juridiction ne parvient pas à réparer parce qu'on ne sait pas qui aura droit et qui n'aura pas droit. Vers la fin, elle condamne en franc symbolique parce qu'elle ne sait pas déterminer elle ne sait pas déterminer les personnes qui ont droit à l'indemnité et celles qui n'en ont pas. Mais cet article 24 a reçu une application juridictionnelle. Affaire Serap contre la République du Nigeria, là où on a condamné le pétrolier Shell dans le delta du Niger.
Vous savez ce qui se passe dans le delta du Niger? Oui, très bien. Oui. Vous avez entendu parler de Ken Saro-Wiwa que Sani Abacha a fait exécuter. Oui. Et qui a Voilà. fait l'objet d'un tapage médiatique, oui. Voilà. Non. Dans cette affaire, on applique donc l'article 24 de la Charte africaine. Donc, Robinson, donc, pour donc revenir, il faut savoir que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a cette particularité qu'elle procède à la détermination collective des droits avec la notion de peuple. Des questions, je vous écoute, s'il vous plaît. Oui, prof. Non, j'étais J'ai en train de dire tout une à petite l'heure que les préoccupation. organisations, comme... Oui, Le prof? Euh, oui. oui, juste, je voudrais savoir si euh, la notion d'acteur du droit international environnement est peut-être liée à la notion de la capacité juridique, AST. Ça veut dire, est-ce que dès lors qu'on est sujet du droit ou acteur du droit, Non, je n'ai cela pas dit sujet. sous-entend, Nuance, nuance, nuance. On a dit acteur et non sujet. oui, acteur du droit. Bon, Ouais. évidemment, si on peut, parce que moi, dans ma réflexion, je me disais, bon, quand on est sujet, on est acteur du droit, on peut l'être soit en tant que sujet qui subit les méfaits de l'environnement ou qui crée le droit à l'environnement. Alors maintenant, je me Non. dis, est-ce que cela peut être lié à la notion de la capacité juridique à revendiquer ou à rester en justice en ce qui concerne les réparations en matière de droit international de D'accord. l'environnement? Tout va dépendre, d'accord. Je savais, je vous voyais venir, comme on dit souvent, quand on dit la capacité juridique. Euh, Tout dépend de la juridiction à saisir. Bon, on sait d'emblée que lorsqu'on parle du droit international à l'environnement, on voit généralement les juridictions internationales. Là, il faudrait voir les règles qui gouvernent l'accès à la justice en question. On sait que la Cour internationale de justice, par exemple, n'est ouverte qu'aux États, en principe, hein, et en matière d'avis. Ah, contentieux, ce n'est que les États, et en matière d'avis, il y a des organisations qui peuvent, via l'Assemblée générale, solliciter un avis. Donc, le principe devant les tribunaux internationaux, c'est un peu ça. Euh, devant les juridictions, il y a devant les juridictions, il y a certains cours, l'accès est possible. Les juridictions régionales, par exemple. Donc, je crois une juridiction comme la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, il y a un accès direct. On n'a pas besoin d'épuiser les voies de recours internes comme on voit à la CEDEAO ou bien comme dans certaines juridictions internationales. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez souffert d'un préjudice résultant de la violation de votre droit en environnement saisi. C'était le cas des populations dans le delta du Niger. Elles ont saisi la cour de justice, c'était leur cas, elles ont saisi la cour de justice, la CEDEAO. Non, je ne pense même pas que, même devant la cour de la CEDEAO, je ne pense pas qu'il y ait la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Je ne pense pas que ça existe devant cette cour. Donc, Mais, il y a des ça juridictions existe. qui... Ça Ça existe, existe, prof. bon. Ouais. De toutes les façons, je sais que très souvent, certaines juridictions, en Afrique de l'Est, il n'y en a pas. Devant certaines juridictions internationales, pour avoir accès, il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Bon, là, c'est toujours possible. Mais dans des juridictions, il y a accès direct. C'est bon. Je vous ai parlé, par exemple, de j'aime souvent désigner cette affaire, le parc de l'affaire Annan, le parc de Serengeti. Hein? Hein? L'affaire de l'autoroute du Serengeti. Je crois que c'est une association. L'ANAO, c'est une association qui a saisi la Cour de justice de l'Afrique de l'Est parce que la Tanzanie voulait faire passer une autoroute dans le, pont, dans le parc du Serengeti. Donc, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est a stoppé, net, c'est bon. On a interdit ça. Donc, au niveau de l'accès en justice, si la justice ouvre un accès aux individus, vous pouvez le faire. Mais sachez qu'il ne suffit pas seulement d'être capable. Il y a la capacité, la qualité et l'intérêt. Il faudrait encore démontrer l'intérêt. D'accord? Parce que ça sont les règles qui président à la recevabilité de la requête.
il y a les conditions subjectives de recevabilité de la requête qui Mais- tiennent à la capacité, la qualité et l'intérêt. Mais vous Et de l'autre avez, côté, il y a les conditions objectives, respect des règles de procédure, mais de vous, délai, vous avez ainsi de suite. vous avez invoqué fort opportunément le principe 1 de la déclaration de Stockholm qui donne intérêt à tous. Pardon? Vous avez invoqué très opportunément le principe 1 de la déclaration de Stockholm Oui. qui confère intérêt à tous à contribuer à la protection de Oui, mais la l'environnement. déclaration, c'est une déclaration. Permettez-moi la tautologie. C'est-à-dire, elle n'a pas elle n'a pas une force contraignante. Mais au niveau de pour justifier la qualité. Pour la qualité, bon, Robin, Oui, et on va dans des questions très procédurales. l'intérêt ajuste tout. Attendez, je vais répondre. Vous êtes en train de poser la question de la qualité. Ça me rappelle un sujet que mon professeur de droit de procédure civile, droit judiciaire privé, aimait nous donner en troisième année, M. Choumayo. L'autonomie de la notion de qualité. La qualité, c'est le titre en vertu duquel on agit. À ne pas confondre avec l'intérêt, ni la capacité. La capacité, c'est l'aptitude à pouvoir exercer un droit. Alors que la qualité, c'est le titre en vertu duquel on agit. En tant qu'individu. Tandis que l'intérêt est le gain. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça va? L'intérêt, qu'est-ce que vous gagnez en faisant ce procès? L'intérêt doit être direct, actuel, certain. Hein? La capacité, il faut être mineur, pardon, il faut être majeur. Il ne faut pas être sur tutelle. Cette capacité devant un judiciaire international, par exemple, la Cour internationale, on dirait qu'il faut être un État. La qualité, maintenant, c'est le titre. Hein? Par exemple, Et on a dit glisser en droit interne, je vais glisser en droit interne pour mieux expliciter la notion de qualité. Qui a qualité pour introduire, pour intenter une action en divorce? les époux. Très bien, les époux. C'est aussi simple que ça. C'est le titre en vertu duquel on agit. On peut avoir la capacité et ne pas avoir de qualité. Donc voilà, ça c'est les éléments de recevabilité d'une requête. Ça, nous sommes sur le plan interne. Et dans une moindre mesure devant certaines juridictions supranationales. Pas d'intérêt, pas d'action. Si l'une de ces conditions fait défaut, le juge déclare votre candidature irrecevable. Et l'irrecevabilité ne doit pas être confondue avec un rejet de requête parce que le recours est non fondé. Dans l'irrecevabilité, on n'examine même pas la requête. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté les conditions qui président à l'introduction de la requête. Le juge va déclarer la requête irrecevable. Alors que quand il déclare la requête non fondée, ça veut dire que vous avez traversé l'étape de la recevabilité. Il a analysé, il est entré dans le fond de la requête, il s'est rendu compte que ce que vous demandez n'est pas fondé. Bon, ça, c'est beaucoup plus des nuances de droit interne, mais c'est toujours bien d'expliciter ça afin que vous êtes beaucoup de praticiens des droits d'ailleurs. Vous en savez plus que moi. C'est des petits... Quand vous avez une requête, là, c'est ce que vous cherchez d'ailleurs. Dès que vous êtes constitué dans une affaire, là, vous commencez à chercher, est-ce que vous cherchez les exceptions de procédure pour faire tomber la requête? C'est pas ça, monsieur le bâtonnier. Le premier réflexe, c'est celui-là. D'accord. Donc, voilà la capacité. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de Robinson qui avait beaucoup plus trait au contentieux interne. Pour moi, c'est juste une curiosité. Lorsque Oui. nous parlons des arrêts ou de décisions, c'est pas à votre connaissance s'il y a quand même des décisions qui ont déjà visé les Occidentaux et les condamnant à réparer des dommages dans les domaines de l'environnement. Les pays occidentaux en général, parce qu'à ma Dans connaissance, ça quelles viserait les décisions? Africains. Ça dit une décision. Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît.
décisions judiciaires qui condamnent Ouais. les pays puissants, les Occidentaux, parce que apparemment, ça ne vise que les pays du tiers-monde. C'est une décision condamnant les Occidentaux. Bon, En dans matière quel de domaine, par l'environnement, exemple? par Parce que la exemple, Cour quand on dit internationale de justice, pollueur, payeur, tout ça, est-ce que vraiment il y a des pays occidentaux qui ont déjà été condamnés dans ce sens pour réparer les dommages causés au niveau de l'environnement? très bonne question. Attendez, je fais vite un remonte mémoire. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a... Oui, Shell, l'affaire de la C2AO. Donc, on a reconnu la violation. Il y a l'affaire Shell, l'affaire Serap. Ok, Je crois qu'il y avait quand même des multinationales. Je crois qu'il y avait un pétrolier hollandais impliqué dans cette affaire. On a reconnu au moins la violation de l'article 24 de la charte, ça c'est sûr. ok. C'est au niveau de la réparation du domaine écologique que ça a posé problème. Euh, Qu'est-ce que je vois encore comme décision en matière d'environnement? Il y a l'affaire Erika. L'affaire Erika, bon, ça concernait plutôt. Il m'a posé la question de savoir s'il y a une décision condamnant peut-être des Occidentaux à réparer un tort commis en Afrique. Je crois que c'est la question qu'il m'a Ok. posée. En Voilà, Afrique. Ouais. dans ce sens-là, oui. Je crois que c'est la Ah, question qu'il m'a posée. Donc, je vois d'accord. l'affaire, euh, il y a l'affaire Serap. Je cherche encore là. Qu'est-ce que je vois au niveau des juridictions régionales? Il y a eu une autre grande affaire à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, mais malheureusement, on n'a pas, on n'a pas tranché cette affaire pour des problèmes procéduraux. Total était Ok. impliqué dans cette affaire. Je pense que ça aurait pu, s'il n'y avait pas des erreurs procédurales. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Bon, devant les juridictions régionales. Parce que nous disons ça, parce en droit interne, c'est presque inefficace, hein, parce que nous-mêmes, nous voyons comment les multinationales sont en train de polluer. Il y a des procédures à l'interne qui aboutissent, Ouais. c'est pas la corruption, et Ils on s'en se vont tait. très souvent, bon, ils ont souvent des puissances, ils sont souvent très puissants, ils échappent. Euh, C'est ça, Ouais. Je sais que c'est l'un des ça. plus grands scandales, c'est Chevron, le pétrolier Chevron. Mm, Ça, personne n'a réussi à punir Chevron. mm. Donc, je suis en train de... Attendez, au niveau de l'Afrique, je réfléchis un peu. C'est rap en Afrique de l'Est, c'est un peu difficile, c'est un peu rare ça. Mm. Ça fait quand même rare. Mais au niveau des juridictions internes, non, on ne va pas parler de l'arbitrage. Non, là, l'arbitrage, c'est autre chose. N'en parlons même plus. L'arbitrage, tout est secret. Oui, oui, Euh, confidentiel, oui. bon, la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce que la Commission africaine, bon, ça c'est en Afrique, la Cour européenne, bon, il y a aussi quand même la question de la territorialité, hein, donc ces entreprises. Bon, en dehors de l'affaire Serap, du moins qui me vient rapidement à l'esprit, et la malheureuse affaire non jugée devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est qui aurait pu aboutir à une condamnation de Total. Est-ce qu'en Afrique du Sud, attendez, c'est dans le pays de la common law, là, je vais rapidement vérifier quelque chose en Afrique, donc chez les pays de la common law. Bon, là, c'est un peu délicat. Bon, je ne vois pas une affaire. Bon,
En Afrique du Sud, il y avait l'affaire, non, c'était contre le ministère de l'Environnement à l'île Maurice. Bon, écoutez, c'est plutôt des affaires. J'ai plusieurs illustrations, mais c'est des cas internes, hein. C'est des cas internes. Donc, Ah, bon, ok. pour le moment, allons-y d'abord avec l'affaire quand même CERAP. Ah, ok. Donc, il n'y a que ça dans les autres. Bon, Glencore, je Oui, vais qui n'a vérifier pas un encore peu. abouti, oui. Mhm. Je ne sais pas si Glencore a fait l'objet d'une condamnation, Je ne je pense crois. pas Bon, de encore, toutes les oui. façons, je vais vérifier parce qu'il ne faut pas que je vous dise des âneries. Mhm. Je vais vérifier et je vous reviendrai avec des références précises parce qu'il faut pas que je dise des choses qui ne tiennent pas. Mais déjà, d'ores et déjà, prenons l'affaire CERAP, je suis déjà certain, là, en matière de changement climatique, peut-être il faut voir, est-ce que dans les nouvelles affaires climatiques qui sont à la une, en Afrique, non. International de justice, non plus. Bon, en tout cas, on y reviendra de toutes les façons. Merci, prof. Je vais Merci. essayer de m'appliquer pour voir s'il y a une jurisprudence assez récente et surtout pertinente que je mettrai à votre disposition. Est-ce Merci que, beaucoup. attendez, est-ce que en l'affaire du Probo, quoi là, en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a fait l'objet d'un jugement? Est-ce que ça n'a pas fait l'objet d'un jugement par le juge ivoirien? Vous vous rappelez de l'affaire Probo, quoi là? Ah, Il y a eu ok. un bateau de déchets en Côte d'Ivoire là. Il faut un peu regarder ça. Ah, ok. Il faut voir si on a pu condamner les personnes impliquées. Donc, il faut regarder ça. Quelque chose me dit. Mhm. Bon, en matière de pollution des mers, la pollution, ça s'est passé ici en Europe. Est-ce qu'il y a une pollution dans une zone africaine? Non, je ne vois pas immédiatement. Bon, de toutes les façons, j'y reviendrai. Mais allez Ah, ok. vérifier l'affaire Probo, du navire Probo là. C'est-à-dire le trafic de déchets en Côte d'Ivoire. Ah, ok, ça va. Merci. On va Ouais. vérifier. Ouais, il faut vérifier ça. Donc, voilà, de manière générale, c'est ça. Bon, que dire encore? Il reste, le prochain cours sera consacré aux principes et concepts du droit international de l'environnement. Est-ce qu'il y a, avant de passer là, est-ce qu'il y a une autre question? Vous avez d'autres questions? Le débat semble être épuisé. Voilà. Bon, en Donc, tout cas, ça a été très donc, clair. voilà. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Donc, Non, non, non. tout le monde sait aujourd'hui à peu près les sources du droit international de l'environnement et les acteurs. C'est clair. C'est clair et net. Voilà. D'accord. Bon, par rapport à la documentation, je vais essayer, je me disais, bon, euh, monsieur le directeur, dites-moi, pour envoyer un document, on fait comment là? Il faut envoyer Envoyez, sur le site par WhatsApp. oui, envoyez-moi par WhatsApp, oui, je transmets à la classe. Bon, d'accord. Donc, je mettrai quelques documentations, parce qu'il y a des articles fondamentaux, notamment sur le droit de l'environnement, sur le droit international de l'environnement, que je mettrai à votre disposition. Je vais essayer d'avoir une copie scannée. Je pense notamment à l'article de Pierre-Marie Dupuy, où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle. Donc, je mettrai moi-même à votre disposition quelques-uns de mes articles. Bon, de toutes les façons, la bibliographie va venir, c'est le plus important. Est-ce que Donc, le est-ce que les prochain versions, cours, par rapport au support de cours, bon, je dites-moi, vais, prof, est-ce que les versions électroniques ne sont pas, si possible, versions c'est ça que je électroniques? dis, il y en a Voilà, qui ont, je vais chercher ce qu'il y a des versions électroniques, c'est très facile. Déjà, d'accord. grosso modo, si vous voulez taper sur Google, il y a l'article de Madame Sandrine. Si vous allez sur Internet, la mise en œuvre du droit international de l'environnement, Sandrine Maljean Dubois,
Vous allez trouver cet article en ligne. J'y vais tout de suite. Vous m'entendez? Oui, oui, j'y vais tout de suite. Maljean Dubois Sandrine, la mise en œuvre du droit international à l'environnement. Vous allez trouver cet article en ligne. Vous allez trouver toujours du même auteur, source du droit international de l'environnement, juriste classeur. Vous pouvez encore trouver ça en ligne. Vous pouvez trouver Laurent Lucchini, le principe de précaution en droit international de l'environnement. Cherchez-moi déjà cet article, il sera utile pour le cours pour le cours de principe. Vous l'appelez qui? Laurent Lucchini. Oui. L-U-2-C-H-I-N-I, le principe de précaution en droit international de l'environnement. Grosso modo, sachez que les articles que vous trouvez qui sont publiés, les articles anciens, publiés dans l'annuaire français de droit international, vous pouvez trouver la plupart de ces articles en ligne. Donc, vous pouvez trouver un article de Stéphane Doumbé-Billet et de Alexandre Kiss. La conférence de Rio, c'est annuaire français de droit international, vous trouverez ça en ligne. Bon, de toutes les façons, je vous en envoie certains. Est-ce que c'est bon? Ça va pour tout le monde? Oui, ça va très bien. D'accord. Bon. Donc, il va nous rester pour le prochain cours. On a encore trois grands thèmes. Principe et conseil du droit international à l'environnement. La protection des éléments de l'environnement. Je crois qu'ici, je vous ai dit la protection des éléments de l'environnement, on fera seulement un chapeau choisi parce que si on va aller dans l'eau, il y aura l'air, l'eau, l'atmosphère. C'est tellement, c'est beaucoup. Je vous ai dit que c'était tellement vaste qu'on n'en finira jamais. Bon, on procédera par des morceaux choisis. Bon. Donc, on reste en contact. Bon. Merci pour votre participation et à nous revoir très bientôt. OK. Allez, prof, merci. Et le week-end prochain, alors. Pardon? Je dis merci et rendez-vous le week-end prochain. En tout cas, on verra bien, on verra bien. On va s'entendre pour les prochains horaires. Allez, Oui. bonne soirée. Oui, mais est-ce que l'horaire, on met l'horaire là?